Donc, j'espère que tout le monde est connecté, qu'il n'y a pas de problème. Donc, avant de commencer, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire sur le trouble du spectre de l'autisme, cette deuxième partie sur généralité et spécificité de fonctionnement. On va peut-être commencer tout simplement par se présenter. Élodie, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis Élodie Pinta et je suis psychologue au CRA Limousin. Je m'appelle Alain Pourret, je suis éducateur spécialisé au Centre de ressources autisme de Limousin. On va continuer. Je pense que beaucoup d'entre vous présents cet après-midi étaient déjà là ce matin. Donc, juste un petit rappel. Alors, juste un petit rappel sur la diade autistique. On va recommencer par ça parce que c'est vraiment important qu'on puisse démarrer là-dessus. Donc, la diade autistique, comme vous l'avez vu, comme on l'a vu ce matin, diade 2, altération qualitative de la communication. Altération qualitative des interactions sociales. Premier élément de la diade. Deuxième élément, caractère restreint, répétitif, stéréotypé des comportements et des intérêts. Donc cet après-midi, on se propose de voir avec vous un petit peu, rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que sont ces éléments de la diade, et nous rentrerons aussi un petit peu plus sur le fonctionnement spécifique des personnes avec TSA, et notamment sur le plan cognitif. Donc, je vous propose qu'on débute un petit peu. Donc, altération qualitative de la communication verbale. Premier élément de la diade, on va essayer de commencer un petit peu par ça. Donc, qu'est-ce que c'est un petit peu que tout ça? Donc, ce qu'on va aborder avec vous cet après-midi, ce sont ces éléments-là. Donc, un retard ou une absence d'apparition de langage, mais surtout avec peu de tentatives pour communiquer par d'autres moyens. Donc, s'il y a un retard ou une absence d'apparition du langage, il ne va pas être compensé par d'autres moyens de communiquer, les gestes, les mimiques. Si le langage se développe, on va pouvoir noter des particularités qui peuvent perdurer dans le temps. Donc les inversions pronominales, peut-être que certains d'entre vous, voilà, le je, le tu, des choses de cet ordre-là. Les inventions de mots, ce qu'on appelle le langage idiosyncrasique. Donc voilà, des mots qui vont être inventés pour parler de quelque chose. J'ai en tête une petite jeune fille qui parlait de fraisifrice pour le dentifrice à la fraise. Donc ça a quand même un sens, hein, mais voilà, on est sur ce qu'on appelle le langage idiosyncrasique, l'invention de mots. Et les écolalies, donc les écolalies, je suppose que vous voyez de quoi on veut parler. Les écolalies, c'est tu veux du coca, tu veux du coca. D'accord? Donc, ça va être des répétitions immédiates ou différées de choses qui ont été dites ou entendues. Difficultés dans le registre abstrait et difficultés syntaxiques. Donc, tous ces mots abstraits qu'on utilise beaucoup, hein, sur, dans, avec, penser, croire, vous voyez, ces notions qui sont un petit peu abstraites, elles sont difficiles à conceptualiser pour les personnes avec TSA. Difficultés dans la pragmatique, donc le langage par rapport au contexte. Donc, demander quelque chose, attirer l'attention. Ça va être quelque chose qui peut être un petit peu compliqué aussi. Et ça va induire quelque chose de très, 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 très important, pas d'élan spontané de la demande d'aide. Donc, si on prend l'exemple des enfants, un enfant qui est en difficulté dans le cadre d'un apprentissage scolaire, il ne sait pas comment il faut faire, il sera dans l'incapacité de manifester une demande d'aide. Donc, cette demande d'aide, il va peut-être trouver une autre solution et une autre façon de la faire. Comment attirer l'attention de l'adulte? Le comportement des filles peut être à ce moment-là le moyen utilisé. Donc, il faut absolument avoir en tête cette difficulté-là par rapport à l'élan spontané de la demande d'aide et comment arriver à la suppléer le cas échéant. Difficulté à traiter trop d'idées ou trop de mots à la fois. Donc, vous voyez sur cette petite diapositive, on a schématisé. Hein. Nous avons une grosse journée devant nous, il faut se mettre au travail, et après on pourra, et si l'on veut, terminer à l'heure. Donc, on va essayer d'utiliser un langage qui est clair, précis, concis. Il nous arrive souvent voilà, de dire tu viens avec moi, après on fera ça, s'il nous reste 5 minutes, on ira faire ça. Donc, on vient de donner 3 consignes qui se sont noyées dans un flot de langage et avec quelquefois un intérêt pour un mot, une situation, mais la globalité de la consigne sera plus difficilement perçue. Donc, voilà, difficulté à traiter trop d'idées ou trop de mots à la fois, il faut l'avoir à l'esprit.
difficulté dans le registre abstrait. Alors, notre langue française, elle est faite de toutes ces richesses-là, hein, de les symboles, les métaphores. Donc, on vous a mis quelques petits exemples qu'on utilise tous très souvent au quotidien. Prendre les choses au pied de la lettre, essayer de joindre les deux bouts. Donc, toutes ces choses-là, on les dit, on les utilise. Pour une personne qui va présenter un test, ça va être compliqué de pouvoir analyser et de percevoir l'implicite et ce qui est sous-tendu par ces expressions-là. Donc, il est plus facile de comprendre des mots concrets que des mots concepts. Donc, vous savez, pendant longtemps, on disait il faut que l'enfant soit dans un bain de langage. Alors, attention avec le bain de langage, il faut que le langage soit vraiment adapté à la personne avec laquelle à laquelle on s'adresse. D'autres exemples, hein, est-ce que tu peux me donner le sel? Oui. Est-ce qu'il le donne, le sel? Non. La consigne est mal posée. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent encore très, très souvent. En bilan, je reçois un monsieur, je lui explique ce qu'on va faire et je dis, bon, si vous êtes d'accord, on y va. Et pourtant, j'ai un peu l'habitude et l'expérience. Et le monsieur m'a demandé où on allait. Donc, ma consigne n'était pas claire. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit, savoir un petit peu ce qu'on va sous-tendre par notre langage. Donc, bien sûr, à côté, l'expression, vous vous en doutez bien, tu es dans la lune, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu es dans la lune, ça peut être des choses un petit peu compliquées à gérer, tout ça. Donc voilà, attention par rapport au langage. Le langage, c'est toujours quelque chose de difficile. Euh, Par rapport à l'altération qualitative de la communication non verbale, on va avoir un usage restreint ou inadapté de gestes. Donc tous les gestes qui habituellement, là vous ne le voyez pas parce que je suis derrière l'écran, mais moi je fais des gestes. Quand je parle, voilà, je dois avoir un caractère un peu latin, je fais beaucoup de gestes. Donc il y a tous ces gestes conventionnels, ces gestes informatifs qui accompagnent nos discours. Ils vont être en moindre importance et en moindre quantité chez les personnes avec TSA. Tout ce que je suis en train de vous dire là, rappelez-vous hein, ce qu'on a dit ce matin, autisme avec un S et la spécificité et la singularité de la symptomatologie autistique. Hein. Donc, une fois de plus, tout ça ce ne sont pas des critères diagnostiques, ce sont des choses qui peuvent être prégnantes dans l'autisme. Difficulté de compréhension des signes de communication non verbaux, donc l'intonation de la voix, le rythme ou le volume sonore. Donc, on est en difficulté, on sait pas. Donc, on va monter, on va hausser la voix, on va changer le rythme. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément l'interprétation derrière qui est celle qu'on attendrait. Euh, Ce qu'on peut noter aussi, une gamme des expressions faciales qui est plus limitée. Donc, des mimiques peu marquées ou exagérées, à l'inverse, exagérées. Donc, on peut se retrouver avec des personnes qui vont avoir un visage relativement amimique, avec très, très peu d'expressions, ou à l'inverse, des expressions qui vont être hyper majorées parce qu'elles ont été apprises ou contextualisées d'une manière un petit peu particulière et qui peuvent être inadaptés à la situation. Donc on peut se retrouver quelquefois, on le verra tout à l'heure, avec un décalage dans l'expression d'une expression faciale et la situation qui est en lien. Difficulté pour identifier, pour exprimer ou pour réguler ses propres émotions et aussi pour comprendre celles d'autrui. On vous donnera quelques pistes tout à l'heure pour essayer de comprendre dans le fonctionnement cognitif pourquoi il peut être quelquefois difficile pour une personne de percevoir un petit peu les émotions, les ressentis, les perceptions de ses interlocuteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire aussi qu'il va y avoir peu ou pas de réciprocité socio-émotionnelle, d'adaptation au comportement en fonction de l'interlocuteur et au contexte. Ça sous-tend des difficultés à manifester, à apporter du réconfort ou à manifester de l'empathie. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie. C'est l'expression de cette empathie qui peut être altérée ou difficile à mettre en place. Vas-y. Donc, pour continuer, ces quelques petites vignettes, alors ce sont nos collègues du CRA Île-de-France qui les ont faites et on les trouve très bien, donc on s'est permis de les récupérer. Donc voilà, l'altération qualitative des interactions sociales. Donc, on est dans le premier élément de la dyade. On va essayer de le décliner de cette manière-là. Une fois de plus, ce qu'on va vous présenter cet après-midi, ce ne sont pas des critères diagnostiques. Ce sont des choses qui, à un moment donné, peuvent nous interpeller et qui peuvent alimenter notre avis clinique.
Donc la première vignette que vous voyez sur votre gauche, manque de contact oculaire. Donc, une fois de plus, on peut très bien avoir quelqu'un en face de soi qui a un contact oculaire qui n'est pas adapté, sans qu'il soit en lien avec un TSA. Donc, le regard social, il ne regarde pas l'autre dans les yeux, ou il peut le regarder de côté, ou à l'inverse, il le regarde de manière trop insistante. Vous savez, avec ce regard qui peut être un peu transfixant quelquefois. Donc, attention par rapport au contact oculaire, ça peut être quelque chose que l'on va voir. Rit de façon inappropriée sur la deuxième petite vignette. Par rapport aux émotions, on ne va pas forcément comprendre les émotions des autres et réagir de manière inappropriée. Donc, on voit là le petit garçon qui rigole, alors que la dame, dont on peut supposer que c'est sa maman, est plutôt triste. Donc, une fois de plus, l'erreur, ça serait de prêter une intentionnalité à cette dimension-là. C'est vraiment une mauvaise analyse de la situation. Ne joue pas avec les autres enfants. Une fois de plus, tout ça, vous l'avez bien compris, avec des guillemets et des bémols. Avec ses pairs, il peut s'isoler, ou il ne va pas présenter les mêmes intérêts que les autres, ne comprend pas les règles du jeu. Donc voilà, on a joué à tel jeu le lundi, on change les règles du jeu le mardi, pourtant c'est le même ballon, c'est le même jeu, je ne comprends pas. Ne participe pas aux activités ou alors que sur sollicitation. Manifeste l'indifférence. Une fois de plus, manifeste. Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. Donc en termes d'interaction, il va donner l'impression d'être souvent dans la lune, ne pas être attentif à ce que va dire l'autre, et cette impression d'indifférence qui face à la relation. Donc une fois de plus, c'est une impression. Ce n'est pas forcément ce que va ressentir la personne qui est en face de vous. Et enfin, sur l'altération qualitative des interactions sociales, toutes ces conventions sociales, qu'on connaît tous. Donc, voilà, l'image décrite, on voit un petit garçon dans un bus ou dans un train qui est assis et qui ne laisse pas sa place à une personne âgée, même si ce n'est pas forcément en lien avec le TSA, du coup. Il éprouve des difficultés à comprendre, à utiliser les codes sociaux. Les codes sociaux, on les apprend par imitation, par le comportement. Pour les personnes qui ont un diagnostic d'autisme, il convient de les apprendre. Il y a des apprentissages qui sont vraiment spécifiques en lien avec ces codes sociaux. Le caractère restreint répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Donc, on va se retrouver parfois avec des personnes, une fois de plus, attention, prenons toujours des bémols par rapport à tout ça, qui vont parler de façon incessante sur un sujet très, très particulier. Donc, ils vont évoquer uniquement les sujets qui les intéressent et de manière très répétitive. Alors, vous voyez ce que nos collègues du CRA Île-de-France ont mis sur la diapo, ce sont des petits trains, mais ça peut être des poissons, des nuages, des cumulus, ou des choses de cet ordre-là. On va se retrouver avec quelquefois des questions qui sont très surprenantes. Voilà, un intérêt très fort pour Star Trek ou pour la science-fiction. Donc, il convient soi-même d'avoir quelques petites connaissances pour pouvoir générer de l'interaction. Ce qui peut être intéressant, c'est comment on va mettre en valeur et comment on va utiliser, s'il y a des enseignants parmi vous, comment on va utiliser ces intérêts restreints pour valoriser cet enfant. Il a cette connaissance-là sur l'Égypte ancienne. Bon, en CM2, ça peut être intéressant qu'il fasse un petit topo sur l'Égypte ancienne. Et peut-être qu'il connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que nous sur l'Égypte ancienne. Utilise les objets de façon atypique. Alors là, donc cette diapo, il y a encore le fil sur le téléphone, mais vous le voyez bien. Il utilise les objets toujours de la même façon, ne les utilise pas toujours dans leur fonction. Donc, il détourne les objets de leur fonction. Si on peut reprendre l'image du petit garçon, peut-être l'avez-vous déjà vu, c'est un petit garçon qui va prendre une voiture, mais au lieu de créer un petit scénario avec cette voiture, va l'utiliser, prendre la voiture et faire tourner les roues, vous voyez, avec ce regard très, très proche et très transfixant comme ça. Donc voilà, on va détourner les objets de leur fonction initiale. Manque de jeu imaginatif, une fois de plus, avec tous les bémols nécessaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu imaginatif. Il n'imagine pas ou peu de scénarios avec des Playmobil ou des personnages fictifs. Alors, si on prend cet exemple-là des Playmobil, on va se retrouver avec... je vais suivre le processus de construction, et une fois que le Playmobil est fait, je vais le ranger dans la chambre et on va les aligner les uns après les autres. Présente des comportements bizarres. Donc, vous voyez, c'est le garçon qui a un petit
qui est en train d'avoir des petits mouvements de flapping. Donc, il présente des stéréotypies gestuelles, comme le flapping, des balancements, vous voyez ces petits balancements d'avant en arrière, des claquements de langue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, avant que vous posiez les questions, est-ce qu'il convient d'annuler ou de diminuer ces comportements-là? Ils sont nécessaires. Ils sont importants parce qu'ils sont nécessaires pour faire baisser un petit peu, quelquefois, des situations de tension, entre autres. Donc, non, leur donner une fonction sociale, ça peut être intéressant. Mais dans un premier temps, voilà, donc on va se retrouver, par exemple, chez des adultes qui vont avoir compris que ça peut être un petit peu difficile. Rappelez-vous ce qu'on a dit ce matin sur le diagnostic au féminin et les spécificités de l'autisme au féminin. On va se retrouver avec des petites stéréotypies gestuelles, mais qui seront faites sous la table ou de manière très détournée, de manière à ce qu'elles ne soient pas perceptibles. Et enfin, et ce n'est pas le dernier des éléments, c'est, on verra tout à l'heure dans le fonctionnement cognitif par quoi il est induit, il apprécie la routine et les rituels. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un changement, dès qu'il va y avoir des changements dans un emploi du temps, dans le déroulement d'une journée, ça peut être difficile de gérer tout ça. L'exemple qui est proposé, c'est que voilà, vous prenez toujours le même chemin pour accompagner cet enfant à l'école, et puis un jour, il y a des travaux, et vous êtes obligé de passer par un autre chemin. Donc, ça sera très compliqué. Donc, autant que faire se peut, on essaiera sur la dernière diapositive qu'on vous présentera cet après-midi de prendre en compte ces changements-là et de les anticiper, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, voilà par rapport à ces caractères restreints répétitifs des comportements et des intérêts. On va continuer avec le fonctionnement spécifique des personnes avec TSA et on va rentrer dans le fonctionnement cognitif. Élodie, je te laisse la parole. Alors, donc, je poursuis. Donc, effectivement, nous allons donc rentrer dans le sujet du fonctionnement des personnes avec TSA. Donc, dans le TSA, nous allons retrouver des particularités de fonctionnement et c'est sur ces particularités-là qu'on va passer un petit peu de temps maintenant. Dans le fonctionnement cognitif et dans le fonctionnement sensoriel. Alors, pour le fonctionnement sensoriel, nous, on ne va pas aborder ce sujet-là puisqu'il y a un webinaire qui va être intégralement consacré à cette question, donc le 1er avril de 11h à 12h15. Donc, je vous renvoie sur ce webinaire si cette question vous intéresse. Nous, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au fonctionnement cognitif. Alors, pour commencer, on va refaire un petit point de définition. Qu'est-ce qu'une cognition ? La cognition, on peut la définir comme la faculté du cerveau à penser, traiter, emmagasiner de l'information et à résoudre des problèmes. Elle dépend de nombreux processus mentaux, comme la mémoire, le langage, la perception, l'attention ou encore le raisonnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à réfléchir, à penser et à agir dans la vie de tous les jours. Donc, dans l'autisme, le fonctionnement cognitif va être perturbé, et ce, notamment sur 3 aspects, c'est-à-dire au niveau de la théorie de l'esprit, de la cohérence centrale et des fonctions exécutives. Donc, par la suite, on va revenir sur ces 3 aspects pour vraiment bien les définir et bien voir quelles sont les conséquences pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme, parce que c'est vraiment primordial d'avoir ces notions en tête. Et au-delà de ça, cette manière d'appréhender le TSA est vraiment très importante, puisque c'est elle qui est au fondement de toutes les approches comportementales de l'autisme et de toutes les prises en charge type Teach, ABA, PECS, Denver, etc., dont vous avez peut-être entendu parler, et dont on voit vraiment les bienfaits sur le comportement et sur la vie des personnes avec autisme. Donc là, on va s'attacher à ce fonctionnement cognitif. Donc, on commence par la faiblesse en théorie de l'esprit. Donc, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, je vais faire un focus donc, sur la théorie de l'esprit, sur la cohérence centrale et sur les fonctions exécutives. On va fonctionner un petit peu sous la même forme, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais refaire un petit point théorique sur de quoi on parle, et dans un deuxième temps, on aura à chaque fois les conséquences
sur les personnes pour que vous ayez un petit peu une image de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la théorie de l'esprit. Donc, petit point de définition. Donc, la théorie de l'esprit se définit comme la capacité à attribuer à soi-même et aux autres des intentions, des croyances, des désirs ou des représentations mentales. Elle signifie que l'on interprète un acte humain selon une théorie. Donc, à partir de ça, je vais savoir comment me comporter. Elle permet donc de penser que les autres ont des états mentaux différents des nôtres. Elle nous sert à comprendre et à expliquer nos propres émotions et comportements. Mais elle nous permet aussi de percevoir les émotions des autres, de comprendre et de prédire leurs intentions, leurs comportements, d'identifier un mensonge, de comprendre l'humour. Elle permet de donner un sens à la communication, aux comportements sociaux, et elle sous-tend les capacités d'empathie. Donc, encore une fois, on insiste là-dessus, on parle de capacité d'empathie, mais on ne dit pas que les personnes avec TSA n'ont pas d'empathie. C'est juste que la façon de le montrer et la façon de comprendre le monde va être altérée, et donc forcément, ça donnera un décalage. Mais évidemment, les personnes avec TSA ont de l'empathie. Donc, elle s'acquiert tout au long du développement, elle s'acquiert très précocement, et généralement, vers 5-6 ans, on considère qu'elle est acquise. Un petit point donc, sur les conséquences que ça va pouvoir avoir pour les personnes avec TSA de difficultés en théorie de l'esprit. On va avoir des conséquences à différents niveaux. Premièrement, une difficulté à comprendre les implicites, l'humour, le second degré. On va avoir aussi une difficulté pour comprendre les expressions imagées. Donc, c'est vrai que c'est tout. Enfin, quand on dit ça, on va comprendre, par exemple, la troisième chose qui apparaît ici, c'est une difficulté à entrer en contact avec les pairs. Si vous avez une personne qui a du mal à comprendre les implicites, qui a du mal à comprendre l'humour, ou quand on dit des choses pour rigoler, mais c'est juste pour rigoler, on ne les pense pas vraiment, voilà, on est dans un groupe, on parle de choses comme ça. Une personne qui va avoir un TSA et qui va toujours avoir besoin de comprendre est-ce que là, il est en train de rigoler, est-ce que là, il n'est pas en train de rigoler, ça va être difficile de tenir dans une conversation. Et donc, du coup, on va avoir des personnes qui vont être un petit peu à côté, qui ne vont pas pouvoir prendre part à la conversation. Chez l'enfant, vous allez avoir des enfants qui vont être à côté du groupe, mais si vous regardez un petit peu de plus près, vous vous rendez compte que cet enfant, en fait, il n'est pas dans le groupe, il est à côté, il observe, il regarde, il essaye de rentrer en contact avec les autres, mais il n'y arrive pas, il fait des tentatives et des allers-retours. Et c'est toutes ces difficultés-là qui vont en fait l'empêcher de pouvoir rentrer en relation. Donc, mon collègue en a très bien parlé tout à l'heure, cette difficulté pour demander de l'aide, elle va dépendre de tout ça. Et pour vous donner un exemple, encore une fois chez les enfants, mais vous allez voir qu'on va faire un petit peu comment dire, on va aussi parler des adultes et pas que des enfants, mais ça c'est quelque chose qui est très criant chez les enfants. Par exemple, on a des enfants qui, au lieu de demander de l'aide, vont prendre la main de la personne qui est à côté pour pouvoir ouvrir quelque chose, par exemple un flacon. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez certains enfants, de prendre la main de l'autre et de s'en servir comme un outil. Parce que effectivement, il a besoin de cette aide, donc ça, il le sait, mais la façon de demander de l'aide va être un peu en décalage par rapport à ce qu'on peut attendre à cet âge. Donc, une difficulté à reconnaître ses émotions et celles des autres. Il y a vraiment les deux versants, c'est-à-dire que la personne avec TSA va avoir du mal à reconnaître ses propres émotions, et donc du coup, si elle ne reconnaît pas ses émotions, ça va être difficile de les transmettre aux autres, et elle va avoir aussi du mal à reconnaître celles des autres. Donc, par exemple, ça va être pour une personne adulte qui va avoir du mal à savoir si son conjoint est de bonne ou de mauvaise humeur. Nous, en diagnostic, on a des personnes, par exemple, qui nous expliquent que pour savoir comment savoir si leur conjoint est de bonne ou mauvaise humeur, ils se fixent que sur l'intonation de la voix.
Donc, des fois, ça va marcher, mais des fois, ça ne va pas marcher parce qu'effectivement, on peut parler fort et être très content. Donc, c'est vrai que ça peut créer des difficultés. On va avoir, par exemple, un enfant qui va vouloir venir vous parler de quelque chose dont il a très, très envie de parler et vous vous êtes fait mal, vous tenez la main, vous avez mal, ça se voit, mais l'enfant est fixé sur son idée et ne va pas percevoir que vous vous êtes fait mal, même si ça se voit sur votre visage, lui ne va pas le voir. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'intentionnalité, ce n'est pas qu'il s'en fiche que vous vous êtes fait mal, c'est juste qu'il ne le voit pas, il ne perçoit pas les signes. On va avoir une compréhension erronée des situations sociales. Donc, c'est cet exemple que je viens de vous donner, ça va marcher aussi. Enfin, c'est vrai que si quelqu'un ne perçoit pas sur le visage de l'autre que là, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas parler et que vous êtes préoccupé par autre chose, il y a des signes qui aident à savoir ça. Mais si la personne n'arrive pas à capter ces signaux-là, eh ben, elle va continuer de vous parler, de vous parler, de vous parler, et elle ne va pas être capable de le voir. Donc effectivement, il faut avoir ça en tête parce que ça va nous permettre de faciliter la relation et d'être capable de dire à un moment de manière très claire, non, là, ce n'est pas le moment, là, on en parle à un autre moment, très calmement, plutôt que d'être agacé et de se dire, mais ce n'est pas possible, pourquoi cette personne ne voit pas que là, je suis préoccupée et que ce n'est pas le moment. Non, il faut dire les choses, en fait. Ça simplifie quand même grandement les relations. Donc ça, on a beaucoup insisté sur cet aspect, ça nous semble vraiment très important. Ça peut donner une impression d'un manque d'empathie, mais c'est juste parce que les signaux ne sont pas correctement captés. Et enfin, pour terminer, on peut avoir une impression d'une pensée égocentrée. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes avec TSA qui ont du mal à imaginer que des personnes ont une autre façon de penser sur un sujet. Donc, ça peut créer certains blocages. L'idée, c'est de le savoir et ça va nous permettre d'avoir des relations un peu plus apaisées et d'adapter, en fait. C'est ça qui est important aussi sur tous ces aspects-là, parce que une fois qu'on sait les difficultés donc de théorie de l'esprit qu'on a évoquées dans la diapositive précédente et les conséquences que ça peut avoir sur les personnes avec TSA, on sait comment adapter notre comportement, comment adapter notre accompagnement si on est, si on est des professionnels. Et c'est ça qui va nous permettre de faciliter grandement l'accompagnement. Nous allons donc ensuite poursuivre sur la cohérence centrale. Donc, au niveau de la cohérence centrale, donc on va avoir un défaut au niveau de la cohérence centrale. La cohérence centrale, c'est un processus donc, de traitement de l'information. Les processus de traitement de l'information sont caractérisés par une tendance à la cohérence. Qu'est-ce que c'est que cette tendance à la cohérence? C'est une intégration des informations perçues dans un contexte plus large qui vont permettre un regroupement de ces informations pour former un tout cohérent à partir de nombreux détails et une utilisation du contexte pour donner du sens. Donc, ça veut dire que quand je vois une scène, je vais avoir une vision globale, je vais avoir une vision des éléments, mais je vais surtout avoir une vision globale de la scène qui va me permettre de savoir comment adapter mon comportement et quoi faire. Chez les personnes TSA, on a des particularités perceptives qui sont présentes et qui vont avoir un impact sur la hiérarchisation des informations. Ainsi, on va avoir des informations perçues qui vont plutôt être traitées séparément, de manière fragmentée, avec une attention particulière aux détails. Donc, on va avoir un traitement des situations qui va passer plus par les détails que par cette cohérence, que par ce regroupement d'informations. Donc, ça va se faire au détriment de la signification de l'ensemble. Et ça va créer aussi des difficultés pour se désengager d'un point d'intérêt visuel vers un autre. Donc, ils vont se centrer sur certains détails, ils vont avoir du mal à passer de ces détails à la vision globalisée. Et c'est d'autant plus vrai que l'environnement est complexe et en mouvement. Alors, je vais vous allez voir tout de suite de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire un défaut de cohérence centrale? Si on voit cette image, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que cette personne est en train de sourire. Pourquoi on se tromperait
Franchement, là, ça a l'air évident. Sauf que quand on regarde l'ensemble de la scène, eh bien non. La personne n'est pas du tout en train de sourire, bien au contraire, elle est triste. Donc, vous voyez que si on a une personne qui va s'attacher à certains détails de manière parcellaire et qui ne va pas visualiser la scène dans son ensemble, on va avoir des interprétations qui vont être erronées. Un autre exemple, là, on a une peinture. Si on se focalise sur les éléments, donc seulement sur le haut, sur le côté, etc., qu'est-ce qu'on voit? On voit des fleurs, on voit un morceau de corps avec une main, un bras d'un côté, on voit des montagnes au loin. Donc bon, si on doit donner une interprétation sur cette scène, bah, est-ce que là, on passe un petit peu à côté de l'essentiel, c'est-à-dire les personnes sont en train de manger et qu'on est sur un peu comme un déjeuner dans l'herbe, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, effectivement, on va avoir des interprétations qui vont être tronquées et qui vont même être erronées à certains moments. Donc c'est vraiment important d'avoir ces éléments en tête parce que ça va nous permettre d'aider les personnes avec TSA, de peut-être recentrer, de peut-être organiser les choses d'une autre façon et d'éviter une mauvaise interprétation qui est liée à cette particularité cognitive. Les fonctions exécutives, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très marqué également. Et qui vont être particulièrement perturbées. Donc les fonctions exécutives, ça nous renvoie à un ensemble de composantes qui nous permet par exemple de planifier nos actions, de terminer un travail dans le délai imparti, de garder à l'esprit plus d'une chose à la fois, d'évaluer des idées, d'apporter des corrections à mi-parcours d'une action. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'organiser une tâche dans le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on fait quand on a un travail à faire, quand on est à l'école. Effectivement, c'est important pour pouvoir mener une tâche à son terme, de s'organiser, de planifier les choses. Et c'est vrai que cet aspect va être perturbé. Alors, ça va s'exprimer de différentes façons. On va avoir des personnes qui vont anticiper très, très, très en amont et qui vont s'épuiser à tout organiser parce qu'ils savent qu'ils ont des difficultés au niveau des fonctions exécutives et que du coup, si les choses ne sont pas très cadrées, ça va être compliqué. Et puis, on va avoir des personnes qui vont pas réussir à s'engager dans une action parce qu'elles n'arrivent pas du tout à trouver comment elles vont commencer, comment elles vont continuer et comment elles vont terminer. En ce qui concerne les situations de la vie de tous les jours, on a des situations qui vont faiblement solliciter les fonctions exécutives. Donc ça va être tous les apprentissages automatisés. Donc la lecture pour un lecteur expert, la conduite pour un conducteur expert. Mais avant d'arriver à cette automatisation, on est passé par une phase d'apprentissage où on n'était pas du tout expert et où les fonctions exécutives étaient vraiment largement sollicitées. Et donc, de l'autre côté, on va avoir des situations qui vont solliciter fortement nos fonctions exécutives. Donc, ce sont tous les nouveaux apprentissages et des changements de situation. Si vous avez un trajet habituel, que vous arrivez, qu'il y a des travaux, qu'il y a un accident, que vous devez changer les choses, ben ça va vous demander de vous organiser. Vous êtes en voiture, votre trajet habituel n'est plus possible, vous devez prendre un chemin de traverse. Voilà, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je connais le coin? Non, je ne le connais pas, il va falloir que j'allume mon GPS, il va falloir que je vois, mais du coup, je vais arriver en retard au travail, donc il faut peut-être que je prévienne. Enfin, ça engendre plein de choses. Et c'est vrai que pour les personnes avec TSA, ça va être très, très, très angoissant parce que comme il y a déjà des difficultés au niveau des fonctions exécutives pour des choses qui vont être mises en place, qui vont être beaucoup plus automatisées pour les autres, du coup, là, ça rajoute de la surcharge cognitive et ça rajoute de la fatigue et ça peut vraiment être source d'une grande angoisse. Donc, un petit exemple de lavage des mains. Donc, par rapport aux enfants
Ça fait partie des pictogrammes que vous pouvez trouver, alors qu'on trouve même en école maternelle. Ça peut être c'est utile pour tout le monde de ne pas oublier toutes les étapes. Mais c'est vrai que de passer par l'image et la décomposition des gestes, c'est vraiment très important parce que ça permet de compenser cette difficulté au niveau des fonctions exécutives. Donc là, on a une scène qui est séparée en 6 pictogrammes, en 6 étapes, et qui vont rappeler chaque élément. Et donc, à force de décomposer cette tâche, on va se retrouver avec quelque chose qui va devenir automatisé. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les imprévus peuvent rendre les choses beaucoup plus compliquées. Et donc, je pense que vous avez déjà vu ce genre de pictogramme. Alors, effectivement, là, c'est bien parce qu'on est dans du visuel, mais on passe de 6 tâches, de 6 étapes à 20 étapes. Les choses deviennent quand même très compliquées. Alors, même s'il y a chaque étape qui est donnée, voilà, ça peut engendrer quand même un stress et rendre les choses beaucoup plus complexes pour mener à bien cette tâche qui pourtant est une tâche de la vie de tous les jours, qui est une tâche qui est plutôt automatisée et qui peut être considérée comme plutôt simple. Je vais redonner la parole à mon collègue pour revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit et pour redonner un éclairage par rapport à tous ces éléments. Donc, il nous semblait vraiment important qu'on puisse aborder ce fonctionnement cognitif très particulier, de manière à ce que… Pourquoi on l'a abordé sous cet angle-là, de manière à ce qu'on puisse nous adapter aux personnes avec autisme. Ça sera plus difficile pour elles de s'adapter aux autres, donc c'est à nous adapter. Donc, c'est comment changer notre paradigme, comment changer un petit peu notre logiciel de fonctionnement. Une fois qu'on a cette connaissance-là, on a tout à fait conscience qu'on est passé très rapidement sur ces données-là. C'est le format qui l'impose, mais voilà, ce sont peut-être des choses que vous connaissez et que vous pouvez approfondir par la suite. Donc, pourquoi, à un moment donné, ce fonctionnement des personnes avec TSA, on l'a vu, défaut théorie de l'esprit qui peut, à un moment donné, induire des difficultés dans les relations aux autres, dans la compréhension de ce qui se passe, dans l'adaptabilité, dans la manière de s'adapter à des situations. Le défaut de cohérence centrale, comment d'un seul coup on va se retrouver avec une perception qui va être quelquefois un peu altérée. Donc voilà, essayons de vous donner un exemple sur un monsieur qui va passer un entretien d'embauche et qui, à un moment donné, va faire un focus sur ce qu'il y a de posé sur le bureau de l'employeur et qui va avoir cet intérêt-là pour cette chose-là et au détriment de ce qui va lui être donné. Je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais voilà, on va donner une consigne à un enfant, un étudiant, un lycéen, et comment à un moment donné, il va y avoir quelque chose sur la feuille qui va lui être donné, et il va y avoir cette attention au détail qui va faire qu'il fera abstraction du reste et de la consigne et de la priorité de cette consigne-là. Et enfin, le défi des fonctions exécutives, il faut absolument qu'on le prenne en compte. Vous l'avez vu sur les 2 dernières diapositives. On va dire à un enfant, va te laver les mains. On va lui donner cette consigne toute simple. Et sous cette consigne toute simple, on vient de lui donner, sur la diapo qu'on vous a donnée, là, il y avait 6 tâches. En fait, si on le décompose de manière différente, on peut monter jusqu'à 9 tâches, entre se remonter les mains, ouvrir le robinet, etc., etc. On peut aller jusqu'à 9 tâches. Donc, sous cette consigne qui est très anodine, va te laver les mains, s'il te plaît, on vient de lui donner 9 consignes différentes. Donc, et comme le disait Elodie, en temps de Covid, vous avez vu, si on lui dit va te laver les mains, là maintenant on est carrément à 20 consignes qui peuvent être données sur le même vocable. Donc, ayez toujours ça à l'esprit quand on va, s'il y a parmi vous des enseignants, des personnes qui interviennent auprès de personnes avec autisme. Quand on va donner une consigne, essayons donc de la donner. D'abord, pensons à la compréhension du verbal et à tout ce qu'elle va sous-tendre. Voilà, il faudrait que vous fassiez les chambres. Vous êtes aide-soignant à l'hôpital, il faut que vous fassiez la chambre. Qu'est-ce que ça veut dire faire la chambre? Faire la chambre, non, le monsieur, il ne sait pas faire. Par contre, si on lui dit, dans un premier temps, il faut enlever les draps, dans un deuxième temps, il faut faire ça, ça, ça et ça, si on fait cette décomposition-là,
toutes ces tâches-là, il n'y aura aucune difficulté pour qu'elles soient faites. Donc, il faut, comme on le disait tout à l'heure, il faut que nous, on change un petit peu notre logiciel de fonctionnement et qu'on s'adapte, qu'on prenne en compte ces difficultés-là. Le fonctionnement des personnes avec TSA, une fois qu'on le connaît, vous avez vu que sciemment, on n'en parle pas parce que ça sera le cas sur un prochain module. Il y aura un prochain webinaire, il y aura une intervention sur la modulation sensorielle, le défaut de modulation sensorielle. Donc, le défaut, la difficulté à réguler un petit peu les informations sensorielles qui vont être perçues soit de manière trop importante, hyper, soit de manière trop faible, hypo, donc recherche dans un sens, évitement dans un autre. Donc, toutes ces dimensions-là sont le fonctionnement des personnes avec TSA. Ce qui est primordial avant que je passe à la suite, c'est d'avoir à l'esprit que ce fonctionnement-là demande une énergie qui est très, très, très importante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre de Julie Dachet sur la différence invisible, où elle parle de la théorie des cuillères. Donc, l'accumulation de ces situations-là dans le quotidien vont être épuisantes et on va se retrouver avec des personnes qui vont être très fatigables, vont avoir des moments où il va falloir qu'ils se mettent dans des situations de moindre surcharge, de moindre attention sensorielle, de se rassembler un petit peu parce que ça va être nécessaire. Il y a trop de stimulation et d'attention qui vont être mises en place tout au long d'une journée. Les conséquences de ce fonctionnement atypique au quotidien, qu'est-ce que ça va être? Ce qu'on vous le disait, hein, difficulté d'adaptation. Ça peut être très compliqué de s'adapter à des situations du quotidien, des situations lambda. Difficulté à organiser, à planifier. Hein, on l'a vu avec les fonctions exécutives. Donc, comment j'organise mon travail, comment je vais planifier tout ça. Voilà, j'ai un gros travail à faire pour vendredi. On est lundi, comment je vais essayer de m'organiser pour faire tout ça. Et une chose qui est très, très importante, c'est la difficulté d'accès au sens. Donc, quand on travaille avec des enfants, il est important d'avoir cette dimension à l'esprit. C'est comment on peut aborder certaines notions dans un contexte. Pour qu'elles soient valides, il faut qu'on les aborde sur plusieurs contextes et surtout qu'elles soient en lien avec le quotidien, qu'elles soient en lien avec du sens, qu'elles aient du sens. Donc, en fait, la dernière petite bulle sur votre droite, ce qui pourrait être la suite un petit peu de ce qu'on a vu aujourd'hui, après qu'on ait vu un petit peu ce fonctionnement particulier. Une fois qu'on a pu voir les conséquences de ce fonctionnement particulier, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient d'organiser l'environnement. L'environnement, il est chaotique, il est difficile. Donc, on va le rendre plus perceptible, plus compréhensible. Ça, c'est absolument nécessaire. Donc, nécessité de structurer le monde environnant. C'est absolument primordial. Et comme on a pu vous le dire en début d'intervention, toutes les approches psychoéducatives, hein, appelons-les comme ça, que ce soit le Teach Programme, l'ABA, le PEX ou le programme Denver, vont être organisées en fonction de ces connaissances-là. Donc voilà, donc on a conscience d'être passé très rapidement sur ces données-là. J'espère qu'elles vous auront éclairé sur le fonctionnement si particulier des personnes avec TSA et surtout sur la manière dont nous devons nous adapter à ce fonctionnement. On vous remercie et je vais laisser la parole à Madame Perrier pour qu'elle nous dise un petit peu où on en est par rapport aux questions. Oui, alors on a un petit peu moins de questions que ce matin, donc n'hésitez pas encore à en poser si vous le souhaitez. Donc sur les questions, on a une notamment en lien avec justement le webinaire de ce matin avec une demande d'éclairage entre la SIM10 et la DSM5, savoir en fait sur quoi on se base et pourquoi on privilégie l'un plutôt que l'autre. Voilà. Essayer d'un peu mieux comprendre cette articulation entre SIM10 et DSM5. Alors, en fait, on privilégie le DSM-5 parce qu'il est sorti plus tard et enfin, voilà, on est sur du 2013 versus 1994. Donc, effectivement, au niveau de la connaissance de l'autisme, il s'est passé énormément de choses et il se passe encore énormément de choses actuellement. Donc, c'est surtout pour cette raison-là et puis, comme on vous l'a expliqué, on est passé d'une vision à une autre.
Donc effectivement, là, on parle du trouble du spectre de l'autisme parce qu'on s'est rendu compte par la recherche, par les prises en charge, que ça nous semblait beaucoup plus adapté d'être, alors je dis pas nous en tant que personne, hein, je parle des scientifiques, des personnes qui travaillent dans le TSA. Plus on travaille et plus on côtoie des personnes avec TSA, plus on se rend compte qu'effectivement, comme on l'a dit ce matin, on est sur des autismes au pluriel, on est vraiment sur un spectre, sur un trouble qui est large, et où on va avoir une façon de s'exprimer pour ce trouble qui va être très variée en fonction des personnes. Donc, c'est pour ça que c'est privilégié. Et de toute façon, dans la CIM 11 qui devrait bientôt arriver, on est sur le trouble du spectre de l'autisme. Enfin, on a quelque chose qui s'est harmonisé entre les deux. Merci Elodie. On a ensuite des questions, c'est une demande d'approfondissement sur les difficultés pragmatiques que vous avez dû aborder pendant votre intervention. Excusez-moi, j'appuyais sur le mauvais bouton. Oui, c'était en rapport avec le langage. La pragmatique, c'est l'utilisation du langage dans un contexte. C'est comment on va pouvoir faire ce lien entre le langage et le contexte dans lequel on travaille. Donc, il convient de l'adapter, de le prendre en compte et d'avoir ça à l'esprit, en fait. Donc, on va pouvoir utiliser certains mots dans un contexte, d'autres dans un autre contexte, qui n'auront pas forcément le même sens. Donc, essayez toujours d'avoir à l'esprit cette dimension-là. Et si je peux me permettre de revenir aussi là-dessus, hein, parce que de par notre expérience, le langage verbal peut être source de beaucoup de difficultés avec les personnes TSA. Donc, il faut faire attention à la pragmatique, il faut faire attention à l'intonation, il faut faire attention à toutes ces choses-là. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, quand on dit au monsieur, bon, allez, on y va. Donc voilà, ma consigne n'était pas la bonne. Ou alors, prends ton manteau, dehors il fait froid, et la personne va prendre son manteau, mais le mettra sous le bras. Donc, le langage peut avoir toutes ces composantes-là et toutes ces difficultés-là qu'il convient d'avoir en tête, le second degré, l'implicite, enfin toutes ces choses-là qu'on va pouvoir manier et utiliser au quotidien. Il faut s'en méfier. Tout ça, bien sûr, on l'évalue, on essaye de l'objectiver pour pouvoir essayer d'être au plus près des compétences et des difficultés des personnes avec qui on est en lien. Merci Alain. On a ensuite plusieurs questions qui sont venues sur le TDAH. Donc une première avec une demande d'approfondissement sur la différence entre TSA et TDAH. Et après, j'ai une deuxième question où je vous laisse peut-être déjà répondre à celle-là. Alors, donc TDAH, donc c'est troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc là, en fait, la principale différence, c'est que dans le TSA, on va avoir une altération de la relation à l'autre et des interactions sociales. Enfin, c'est ce qu'on vous disait, Et effectivement, on va avoir des comportements restreints et répétitifs, ce qu'on ne va pas retrouver dans un trouble de l'hyperactivité. Alors effectivement, au niveau attentionnel et au niveau des fonctions exécutives, là, ce qu'on vient de vous expliquer, c'est des choses qui peuvent se retrouver dans les deux troubles, mais vraiment ce rapport à l'autre qui est altéré chez les personnes avec TSA, on ne va pas le retrouver chez les personnes avec TDAH, même si il peut y avoir une difficulté dans le rapport à l'autre du fait de l'inattention, puisqu'il y a des choses qui ne vont pas forcément être captées, mais on est quand même dans quelque chose qui est sans commune mesure. Et il y avait une autre question, mais je crois que Oui, l'autre question, c'est que j'étais en train de lire en même temps, excusez-moi, les nouvelles questions qui arrivaient. L'autre question qui était posée, c'était par rapport à un enfant qui est TSA et TDAH, n'a-t-il pas une meilleure résistance au changement? Est-ce qu'il y a un impact sur le fait d'avoir une comorbidité par rapport à ça? À partir du moment où on est... Alors après, ce qu'on vous disait, hein, on est sur du TSA, on va être sur un spectre, donc
Ça, c'est quelque chose qui est comment dire, qui est très personnel. On a des enfants TSA qui vont avoir une très, très grande difficulté à la résistance au changement. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus ténu. On ne va pas forcément le voir, ou du fait des adaptations, ça va être beaucoup moins visible. Après, de toute façon, si on a les deux aspects, c'est quelque chose qui va pouvoir poser problème. Mais après, là, on est sur des choses très, 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 très précises. Donc on est sur du cas par cas. Ça me semble un petit peu compliqué, sans connaître la situation, de vraiment répondre à cette question. On a ensuite une question sur la théorie de l'esprit, et pour savoir également s'il y a un déficit, s'il y a des degrés dans le déficit de théorie de l'esprit. Après, c'est difficile de répondre à cette question-là sur le terme de degré. C'est pas forcément quantifiable dans ces termes-là. Pas forcément en termes de degré, mais il est évident que on va pouvoir mettre en place des évaluations, des tests qui vont nous permettre d'évaluer un petit peu si la théorie de l'esprit est acquise ou pas. Hein, vous vous rappelez l'âge à laquelle la théorie de l'esprit est théoriquement acquise. Donc, on va être en capacité de mesurer ça. Après, l'expression, une fois de plus, de cette difficulté en théorie de l'esprit, elle sera peut-être plus divers, elle sera peut-être plus variée, elle ne va pas trouver son expression de la même manière chez tout le monde. La difficulté, elle sera là, en fait, sur la capacité à percevoir les intentions, à percevoir un petit peu tout ce qui peut être sous-tendu dans la relation. Après, je ne sais pas, enfin, Elodie, tu me dis si tu es d'accord avec ça. Je ne le verrai pas en termes de degré de sévérité, mais... Après, il y a des choses qui s'apprennent aussi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément une question de degré ou de sévérité, mais c'est juste que, effectivement, quand on est face à une personne adulte, elle a appris certaines expressions, être dans la lune. Enfin, on finit par les apprendre. Enfin, même des enfants, au bout d'un moment, à force de l'entendre, on l'apprend, on sait ce que ça veut dire. Mais c'est face à des nouvelles expressions que les personnes ne vont pas connaître, ou face à de l'implicite qui va être inattendu, où là, la difficulté peut revenir. Mais effectivement, on peut avoir des personnes qui par apprentissage, par imitation, vont finalement intégrer certaines choses, mais il va toujours rester une difficulté. Alors, juste sur ce point-là, parce que ça me semble vraiment important aussi de rebondir par rapport à ça. Donc, on vous a parlé ce matin du travail qu'on va pouvoir faire en CRA sur le diagnostic, bien sûr, et un petit peu les outils qu'on va utiliser sur le diagnostic. Après, il y a ce qu'on va appeler derrière les évaluations plus fonctionnelles. Les évaluations plus fonctionnelles qui vont être en lien avec tous les troubles qu'on vient d'aborder. Donc la théorie de l'esprit, ça peut être avec ça, hein, sur les fonctions exécutives. Donc il existe tout un tas d'évaluations qu'on va pouvoir faire passer aux personnes qu'on va recevoir, d'autres évaluations qui vont nous donner un petit peu un niveau développemental. J'insiste bien sur développemental. Et toutes ces évaluations-là, elles vont nous permettre de cerner au plus près les difficultés des personnes avec qui nous travaillons, dans notre cas, et derrière, d'adapter notre accompagnement. On fait passer ces évaluations-là, on voit qu'il y a, par exemple, si on prend, je suis devant la dernière diapo, il y a on a essayé, on a fait passer, je ne sais pas, un profil de Dunn ou un Bogdachina, et on voit quel est un petit peu le profil sensoriel de la personne. On lui a fait passer une évaluation destinée à évaluer un possible déficit des fonctions exécutives, on s'est questionné, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être bien que tu vois ça, essaye d'aller un petit peu plus avant sur les évaluations. Une fois qu'on aura fait ces évaluations-là, on va avoir une espèce de profil, si vous voulez, des compétences, des difficultés, mais aussi des compétences. Hein. Et toujours essayer de raisonner de cette manière-là. Une fois qu'on aura ce profil-là,
On va s'appuyer sur les compétences et on va travailler sur les difficultés, bien sûr. Donc, pareil pour la théorie de l'esprit, puisqu'on était sur cette approche-là. Si on voit qu'il y a un déficit à ce niveau-là, on va mettre en place des outils, des ateliers, des choses de cet ordre-là, et essayer d'aller au plus près des besoins des personnes avec qui nous travaillons. Donc, ça doit être l'objectif de ces formations, quand on les décline auprès des étudiants, futurs éducateurs, futurs enseignants, c'est vraiment celle-là, c'est de se dire, allons au plus près de la compréhension du fonctionnement des personnes avec TSA, et allons au plus près de notre compréhension de leur fonctionnement pour derrière pouvoir leur apporter, là où il y a des déficits, on va essayer de trouver des solutions. Et là où il y a des compétences, on va essayer de mettre en avant ces compétences-là et de les utiliser. Donc, vous voyez un petit peu quel est le schéma. Là, je vois que cette diapo est encore sur l'écran. Et c'est celle vraiment qui va conditionner un petit peu, quand on met à la fin la nécessité d'organiser l'environnement, de le rendre compréhensible. Et c'est les adaptations, l'organisation, la concentration de toutes ces choses-là. Non, pardon. L'adaptation et l'organisation qu'on va pouvoir mettre en place auprès des personnes TSA pour pallier à ces difficultés-là. J'ai été un peu long, excusez-moi. On a ensuite des questions sur les outils utilisables, d'une part pour la cohérence centrale et d'autre part pour les fonctions exécutives. Alors, par rapport à la cohérence centrale, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu difficile. Il n'y a pas vraiment d'outils avérés comme ça. Ça va être vraiment essayer d'aller au plus près du fonctionnement de la personne et de s'adapter. Ça va être sur des mises en situation avec des jeux. Donc, l'exemple qu'on peut prendre, c'est les puzzles. Les puzzles, voilà, on va travailler ensemble sur les puzzles. Nous, on va avoir une stratégie, on va faire les bords. Après, on va faire des petits paquets par couleur. Donc, chez une personne avec TSA, cette attention au détail, elle va faire qu'il soit beaucoup plus performant que nous pour réaliser ce puzzle-là. En contrepartie, la difficulté, ça va être de trouver, comment dirais-je, une méthodologie, d'organiser cette méthodologie. Donc, on va essayer de le faire un petit peu. Et la deuxième question, c'est par rapport aux fonctions exé, c'est ça? Aux fonctions exécutives. Donc, par rapport aux fonctions exécutives, vous l'avez vu sur les deux dernières diapos. Donc, une fois de plus, vous donnez une consigne toute simple. Un enfant, gardons la même parce je l'aime bien, elle est très symptomatique. S'il te plaît, tu vas te laver les mains. On a un petit peu le temps, donc on va le faire ensemble. On vient de lui donner cette consigne-là. On lui dit, va te laver les mains. Donc, on va compter ensemble, si vous voulez. Vous êtes nombreux, mais on va réussir à le faire. On va compter ensemble le nombre de tâches. La première chose, tu relèves tes manches. La deuxième chose, tu ouvres le robinet. La troisième chose, tu mouilles tes mains. Troisième, quatrième, tu prends du savon. Cinquième, tu frottes tes mains. Sixième, tu rinces tes mains. Septième, tu fermes le robinet. Huitième, tu essuies tes mains. Neuvième, tu rebaisses tes manches. Donc, sous une consigne d'apparence totalement anodine, on vient de donner à ce petit garçon, à cette petite fille, 9 consignes différentes. Sur les 9 consignes, est-ce qu'il saura faire les 9 ? Est-ce qu'il saura en faire 3 ? Est-ce qu'il saura en faire 6, mais pas l'associer avec les 3 autres ? Est-ce qu'il saura les mettre dans l'ordre ? Est-ce que, vous voyez, il convient de se poser toutes ces questions-là. Donc, on va utiliser ce qu'on va appeler un séquençage de tâches. Vous l'avez vu, le petit séquençage de tâches sur le lavage des mains. Voilà, la première tâche à faire, c'est celle-là. La deuxième tâche à faire, c'est celle-là. On va visualiser un petit peu toutes les situations qu'il va convenir de faire pour aboutir à la réalisation de cette tâche-là. Alors ça, c'est dans le cadre avec un enfant. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu un monsieur en diagnostic. Il avait compté que le matin, avant d'aller à son travail, il avait 7 tâches à faire. Et il avait du mal à s'organiser. Quelquefois, il était un peu long sur la première. Il était obligé de se presser un petit peu sur la deuxième. Enfin, voilà. Donc, c'était un petit peu compliqué.
Donc, il avait trouvé une stratégie que j'ai trouvée absolument remarquable. Il avait 7 sonneries différentes sur son téléphone. Donc, la première sonnerie, toc, je sais que j'ai ça à faire. Deuxième sonnerie, oups, il faut absolument que j'arrête ça et que je passe à la deuxième tâche. Donc, vous voyez, vous avez compris où je voulais en venir. Sur ces 7 sonneries, il savait exactement comment organiser ces 7 tâches, les unes après les autres, les organiser, mais aussi les planifier et surtout leur donner le temps imparti, que ça ne soit pas trop ou que ça ne soit pas assez. Donc, voilà, vous voyez l'exemple du lavage des mains avec un petit et l'exemple de ce monsieur qui sait qu'il a 7 tâches à faire et qui lui-même a trouvé cette solution que j'ai trouvée tout à fait remarquable et pertinente pour organiser son temps, structurer l'activité et pouvoir la rendre pertinente et valable. Donc, effectivement, pour répondre à cette question initiale, je suis un petit peu parti, excusez-moi. Oui, il y a plein de choses à faire derrière. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est celui-là. Hein. C'est une fois qu'on a compris et qu'on a changé, nous, notre logiciel de fonctionnement, et qu'on va adapter ce logiciel-là aux personnes avec TSA, à nous d'essayer de décliner un petit peu tout ça. Avant de lui dire, il faut que vous fassiez la chambre 220, on va lui décliner toutes les tâches qu'il convient de faire. Sur Limoges, il y a des services qui utilisent ce qu'on appelle des job coachs et qui accompagnent, par exemple, quelques personnes qui sont en situation d'emploi et qui ont des difficultés qui ont ces difficultés-là. Voilà, qui travaillent dans une banque et qui vont avoir du mal à structurer, à organiser, à planifier les actions. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait avec le job coach. On va travailler sur cette organisation, sur cette planification, de manière à ce que la personne puisse travailler après en toute autonomie. Et ce n'est pas toujours simple, mais ça se passe, ma foi, plutôt bien. Mais il convient, vous voyez, de trouver ces adaptations-là. J'ai été très long, j'ai conscience. Merci Alain. On a ensuite une question sur à quel âge peut-on poser le diagnostic? À partir de quel âge est-ce qu'on peut poser un diagnostic? Alors, en fait, on se regarde à distance avec, avec mon collègue. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir une suspicion avant 3 ans, en fait. Mais globalement, le diagnostic, on pose plutôt aux alentours de 3 ans. Après, effectivement, quand on a une suspicion, même si on n'est pas complètement sûr, de toute façon, les études montrent que la prise en charge doit être mise en place, même si on n'est pas sûr. Parce que le bénéfice d'une prise en charge est de toute façon supérieur et aura un impact, quoi qu'il arrive, positif, plutôt que de n'avoir rien fait. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui, quand on est dans une suspicion et qu'on n'a pas encore posé de diagnostic, on va quand même mettre en place une prise en charge parce que ce sera forcément bénéfique à l'enfant. Et il a pu nous arriver quelquefois de poser effectivement cette suspicion, de mettre en place quand même des processus d'accompagnement derrière, parce qu'on sait que c'est important, et quitte à ce qu'on revoie l'enfant quelques temps après pour une confirmation diagnostique et une validation du diagnostic. Donc on va parler de suspicion dans un premier temps qui va être validée, qui peut être validée déjà, mais qui peut être validée un petit peu plus tard, une fois que les choses ont maturé un petit peu. Merci. On a ensuite une question qui est plus sur l'impact en fait, d'adapter notre manière d'être, notre environnement quand on a un enfant TSA. Est-ce que quelque part, ce ne serait pas l'enfermer dans un schéma et altérer davantage sa capacité à s'adapter? Alors, je vais essayer de répondre à ça. Alors, on peut voir aussi les choses comme ça. Si vous voulez, moi, je suis intimement persuadé, et j'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de voir le bénéfice et les effets d'un accompagnement éducatif, psycho-éducatif, adapté au fonctionnement des personnes avec autisme. Donc, le risque
ça peut être d'enfermer. Mais quand on va, voilà, si vous avez une pathologie, on va essayer de mettre en place des choses qui sont en lien avec cette pathologie. Donc, on a vu un petit peu quel était le fonctionnement des personnes avec TSA. Donc, l'objectif, ça va être de mettre en place des actions derrière qui prennent en compte ce fonctionnement-là, ce fonctionnement si spécifique. Donc, après, donc, on n'a pas eu le temps de le voir, mais vous voyez, on peut dire par exemple que les personnes avec autisme sont des apprenants visuels. Donc, à un moment donné, on va travailler avec cette dimension-là très visuelle pour essayer de faciliter des apprentissages, une compréhension d'un monde un petit peu chaotique quelquefois. Et on peut essayer comment dire, de se distancier et de prendre un petit peu de recul par rapport au support pour favoriser son inclusion à un certain moment dans d'autres domaines, à l'école, au collège ou autre. Vous avez sûrement d'autres exemples en tête. Mais attention, j'ai en tête le souvenir d'un monsieur qui me disait, moi j'ai besoin de ça. Il avait toujours un petit appareil photo avec lui, il avait besoin de visualiser les endroits où il devait aller, il avait besoin de visualiser les personnes avec qui il était, et il photographiait tout ça, et il organisait un petit peu ces choses de cet ordre-là. Donc vous voyez ce monsieur qui travaillait, qui avait un poste, qui n'avait pas de problème, il avait quand même besoin à un moment donné de cette béquille-là, de ces supports-là, pour pouvoir structurer sa pensée, organiser sa pensée, savoir ce qu'il devait faire, quand il devait le faire, avec qui il devait le faire. Élodie, je sais pas, si tu veux rajouter des choses, vas-y. Oui, tout à fait. Enfin, je comprends le sens de la question. Enfin, moi, la façon dont je la comprends, ce serait un parent qui se dit, oui, mais la vie, elle sera pas comme ça, peut-être que tout sera pas adapté, etc. Oui, d'accord. Mais n'empêche que ne pas adapter l'environnement, notamment chez les enfants, ça veut dire laisser les personnes dans une détresse qui peut être très intense. Et de toute façon, si la personne est dans une angoisse et une détresse intense, elle ne pourra rien faire, quoi qu'il arrive. Donc, peut-être que plus tard, ce sera plus dur. Peut-être que il y a un moment où il va falloir se réadapter à des nouvelles règles. Mais moi, je pense que donner confiance en soi à un enfant, parce qu'un enfant qui va être dans un état d'angoisse complètement envahissant, dans un état de détresse très fort, parce qu'on est vraiment sur des choses qui sont très, très envahissantes, et ben, ça va lui dire quoi? Ça va lui dire, bah, j'y arrive pas, je suis incapable, pourtant je devrais y arriver, tout le monde y arrive autour de moi. Et donc, du coup, ça entaille la confiance en soi et on arrête d'essayer, en fait. Donc, il faut voir un petit peu les choses à l'inverse. C'est un peu comme un nourrisson tout petit, dès qu'il va pleurer, on va le prendre dans les bras. Un enfant de 2 ans, on va pas le prendre dans les bras tout de suite dès qu'il va pleurer, mais quand on est tout petit, on a ce besoin-là. Donc, quand on a un TSA, on a des particularités sensorielles, cognitives, qui font qu'on a des besoins plus marqués sur certaines choses. Et les négliger, c'est juste rendre le monde beaucoup plus angoissant pour la personne. Donc, je pense que ça peut que les aider. Alors après, effectivement, il y aura le monde réel plus tard, mais d'abord, on va déjà essayer de sécuriser le monde de maintenant, et puis on verra la suite plus tard. Effectivement, dans la même lignée, on a des professionnels qui nous questionnent sur quels outils on peut conseiller pour développer les habiletés sociales. Alors, il n'y a pas d'outils au sens propre du terme, bien sûr. Alors, les habiletés sociales, souvent, on va les travailler on va les travailler, comment dire, en situation, en mise en situation. On va faire ce qu'on appelle un atelier. Donc, voilà. Donc, il y a telle difficulté dans tel contexte. On va essayer de décliner un petit peu, les possibilités, ce qu'on appelle les scénarios sociaux, comment on va créer un petit peu tout ça. Donc, voilà, vous êtes dans une situation X ou Y, vous êtes confronté à cette situation-là, vous ne savez pas quelles sont les réponses et on va essayer de les élaborer ensemble, les réponses. La réponse 1, ça peut être celle-là. On essaye, on se met en situation, on essaye. La réponse 2, ça peut être celle-là. On se met en situation, on essaye. Donc, on appelle ça, je schématise vraiment à l'extrême, hein, mais on appelle ça donc les ateliers sur les habiletés sociales, où on va essayer de... On rejoint un petit peu ce qu'on a pu dire ce matin et ce qu'on a dit cet après-midi. Donc, ces compétences-là, elles s'apprennent chez les personnes neurotypiques, avec les personnes qui présentent un autisme. Elles ne sont pas innées, elles n'arrivent pas comme ça, donc il convient de les mettre en situation. On va les apprendre un petit peu de cette manière-là. Donc ça peut être dans les relations sociales, mais ça peut être sur des apprentissages, par exemple, voilà.
pour rentrer chez toi, il faut que tu prennes le bus, aller d'un point A à un point B, et travailler aussi sur l'imprévu, le jour où le bus a un retard, le jour où il va y avoir un changement dans la… Donc, on va essayer d'élaborer tous les scénarios possibles, essayer de les anticiper et essayer de trouver des solutions. Donc, fort heureusement, j'espère que un des messages qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui, c'est celui-là, au-delà d'une meilleure connaissance des troubles du spectre, c'est tout le panel de choses qui sont possibles à mettre en place derrière pour pallier à ces déficits. Et une fois de plus, je me permets d'insister là-dessus parce que je vois le temps qui passe et je voudrais vraiment qu'on finisse sur aussi cette note-là. Il y a des déficits, mais il y a aussi énormément de compétences. Donc, mettons en avant ces compétences-là. Comment utiliser ces compétences-là? Donc voilà, on le voit, hein, quelquefois, des entreprises qui, en matière d'informatique, vont avoir un focus particulier avec des personnes qui présentent un syndrome d'Asperger. Je mets encore des bémols parce que vous savez que c'est pas, hein, ça ne fait plus partie des troubles du spectre. Vous voyez comment, au quotidien, cet enfant-là, il va avoir cette compétence-là. On va mettre en avant ces compétences-là. On va aussi prendre en compte ces difficultés, mais n'oublions jamais qu'il y a des compétences et qu'il faut utiliser aussi ces compétences-là et les mettre en avant. Une fois de plus, j'ai digressé. On a une question sur le TSA et les troubles psychiques qui peuvent apparaître à l'adolescence. Savoir si ça fait partie du TSA, savoir voilà, s'il y a un automatisme ou pas dans les troubles psychiques qui peuvent apparaître. Alors, trouble psychique, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu vague. Comme on l'a dit ce matin, il y a effectivement ce qu'on appelle des comorbidités, donc des troubles qui peuvent aller avec le TSA. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est TSA qu'on peut pas avoir des troubles anxieux, par exemple. Ou plus tard, et il y a aussi des personnes qui ont un TSA et qui ont une schizophrénie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être concomitantes. Mais après, je sais pas, je suis pas sûre de comprendre la question. Enfin, c'est pas parce qu'on a alors, ce qu'on disait tout à ce matin, effectivement, les personnes avec TSA sont souvent plus anxieuses. C'est peut-être le sens de votre question. Mais c'est pas parce qu'on a un TSA qu'on va développer certains troubles psychiques de manière plus importante. Il faudrait que j'ai un petit peu plus de précision pour pouvoir vraiment répondre à votre question. La question était assez générique, mais effectivement, je pense que ce qu'il y avait derrière, c'était voilà, si j'ai un enfant avec TSA, est-ce que derrière, il y a un plus fort risque qu'il y ait des troubles qui apparaissent en complément à l'adolescence? C'est-à-dire que l'adolescence est un moment critique, donc de toute façon, il y a des troubles. Enfin, après, effectivement, alors sur les troubles anxieux, oui, effectivement, il y a quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Mais sorti de ça, non, on n'a pas à partir de l'adolescence, il n'y a pas de choses particulières. On va avoir des prévalences qui vont être à peu près similaires au reste de la population. Mais après, effectivement, l'adolescence, quoi qu'il arrive, est une période à scruter avec attention. Et je pense à la dernière question qui est revenue assez régulièrement, c'est un petit rappel qui était sollicité sur la procédure diagnostique, c'est-à-dire comment faire si je veux obtenir un diagnostic pour souvent un enfant, et vers qui se tourner. Oui, la question est aussi, il est difficile d'y répondre, hein, donc tout dépend. C'est un enfant, hein, c'est ça? C'est un enfant? Oui. Ouais, c'est de façon générale, voilà, j'ai Ouais, des doutes, vers qui je me tourne pour approfondir. Alors, pour approfondir, une fois de plus, on en a parlé très rapidement ce matin, donc les CRA interviennent sur ce qu'on appelle le diagnostic complexe. Il existe dans ce qu'on appelle le niveau 2, excusez-nous de rentrer dans des schémas qui sont un petit peu techniques, donc les CAMS, les CMPP, les CMP, un médecin généraliste peut poser ce diagnostic-là, hein, ou avoir, voilà, le diagnostic est médical. En contrepartie, vers qui se tourner?
tout dépend de, comment dirais-je, des signaux d'alerte, en fait. Et tout dépend de ce vers quoi vous tendez. Si la situation vous semble effectivement complexe, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre CRA de référence, hein, en local. Après, si c'est un diagnostic, si c'est un enfant ou une personne qui est suivie par d'autres services, je pense à un CMP ou à d'autres CMP, c'est plus pour les adultes, mais par d'autres types d'établissements, peut-être qu'eux sont en capacité de poser aussi ce diagnostic-là. Mais n'hésitez pas dans tous les cas de figure, à partir du moment où on se pose cette question-là, il convient de faire les démarches, soit auprès d'établissements spécialisés comme les centres de ressources autisme ou comme les centres de deuxième ligne, pour pouvoir à un moment donné confirmer ou infirmer. Mais l'objectif, c'est de pouvoir apporter une réponse à cette question-là, car derrière, vous avez bien compris, les enjeux qui vont se jouer sont multiples, notamment en termes d'accompagnement, bien sûr. Je ne sais pas si, Elodie, tu voulais rajouter des choses par rapport à ça? Après, oui, effectivement, sur cette question diagnostic, c'est compliqué. Et puis, ça va dépendre aussi un petit peu des choses qui vont pouvoir être mises en place au niveau local. Donc, c'est vrai que y a des, au niveau, par exemple, bah, vous avez lundi prochain, vous avez une intervention sur la plateforme TND. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes parce que ces plateformes, elles se mettent en place dans tout. Dans toutes les régions et avec des déclinaisons différentes. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Après, effectivement, la première chose, c'est d'aller voir votre médecin et de demander un petit peu des conseils et d'essayer de vous tourner vers des gens qui sont spécialistes de cette question, ou en tout cas qui sont formés à cette question. Ça, c'est vrai que c'est très important. Mais il n'y a pas que les CRA, heureusement, parce que sinon, déjà qu'on a une liste d'attente qui est assez longue, ce serait compliqué, mais voilà, vous avez aussi éventuellement des associations qui peuvent vous conseiller. Enfin, en tout cas, si vous avez un doute ou si vous avez une question, il ne faut pas rester seul, ça c'est sûr. Il faut demander de l'aide. Et après, allez-y aussi. Enfin, vous le sentez quand les personnes sont formées ou savent de quoi elles parlent, ça se sent quand même un petit peu. Donc voilà, ne pas hésiter à demander. Et si vous n'êtes pas sûr, vous redemandez à quelqu'un d'autre, vous demandez des conseils et puis vous arriverez à trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller sur cette question. Merci beaucoup. Et juste pour terminer, on a eu quelques questions qui étaient un peu plus pointues sur des situations un peu plus individuelles. J'ai pu encourager aussi à se rapprocher de notre centre de documentation. Pour les personnes qui ne sont pas sur le territoire, il y a des centres de documentation dans tous les CRA. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher et emprunter de la documentation. Donc les ressources, vous en trouverez sur toutes les thématiques, notamment sur celle d'aujourd'hui, qui est plutôt orientée sur les généralités du TSA. Donc n'hésitez pas, les coordonnées de notre centre de documentation sont accessibles depuis le site du CRA Limousin. Donc, il est joignable dès lundi. Vous pourrez appeler notre centre de documentation. Voilà, Elodie vous a présenté le prochain webinaire qui est sur les plateformes TND. Donc, ça faisait effectivement le lien avec la dernière question. Donc, je vais laisser Alain et Elodie clore, puisqu'il est déjà l'heure de se quitter. Écoutez, nous, on vous remercie. J'espère qu'on a répondu aux attentes de ce webinaire et on aura l'occasion probablement de se retrouver pour d'autres webinaires tout au long de la semaine prochaine. Donc, vous avez l'occasion de les voir sur le site du CRA. Merci beaucoup de votre participation, de nous avoir écoutés et de vos questions. Et j'espère qu'on a pu répondre à l'essentiel de vos questions. On va couper. Bonne journée à vous. Au revoir.